Lors de la saison 1970-1971, Manchester United, surnommé les Diables Rouges, vivait encore dans l'euphorie de son sacré à l'Euro. 1968, tout en faisant face aux tensions d'une transition générationnelle. Sous l'impulsion de légendes et de jeunes talents prometteurs, l'équipe affichait un style de jeu offensif, flamboyant et libre, fidèle à l'esprit des artistes du terrain. Bien qu'elle n'ait pas remporté de titre majeur cette saison-là, cette génération de joueurs a marqué les esprits des supporters comme l'image d'un collectif talentueux, un véritable vivier des plus grandes personnalités de l'histoire du football. Mais la fin de leur carrière approchait, et chacun d'eux suivit un chemin différent. Certains devinrent des icônes immortelles, d'autres sombrèrent dans l'oubli, et certains connurent même des tragédies déchirantes. Tournons la page sur la vie des 13 joueurs qui composaient l'effectif de cette année-là. Alex Stepney était un gardien de but fiable. Lors de la saison 1970-1971 à 28 ans, il était au sommet de sa carrière. Gardien aux réflexes exceptionnels. Il était aussi un véritable chef d'orchestre de la défense. Stepney était réputé pour son intelligence de jeu et surtout pour sa voix autoritaire qui résonnait dans tout le stade d'Old Trafford. Au sein d'une équipe offensive, son rôle était d'autant plus crucial face aux contre-attaques souvent dangereuses. Fait remarquable, Stepney était également l'un des rares gardiens de but de son époque à se voir confier la responsabilité des pénaltys grâce à sa frappe puissante, preuve de sa polyvalence et de son mental d'acier. Après cette saison, Stepney resta fidèle au club et fut témoin des hauts et des bas de Manchester United, notamment de la relégation en 1974 et de la reconstruction qui s'ensuivit. Il quitta Old Trafford en 1978 après être devenu le meilleur gardien de but de l'histoire du club. 2 buts et avoir détenu le record du nombre de matchs joués jusqu'à ce qu'il soit battu. Loin des terrains, la vie d'Alex Stepney prit une tournure à la fois intéressante et simple. Il tenta sa chance comme gérant de pub, puis devint animateur radio où il utilisa sa voix puissante pour analyser le football. Le contraste entre le gardien fougueux et le commentateur calme et profond à la radio est ce que les supporters adorent. Aujourd'hui, à 82 ans, Alex Stepney coule une retraite paisible. Il participe encore régulièrement à des événements du club en tant qu'ambassadeur, partageant des anecdotes sur les heures de gloire et faisant le lien entre le passé et le présent, véritable gardien de la flamme de l'histoire des Red Devils. Jimmy Rimmer, alors âgé de seulement 22 ans, accepta le rôle discret de gardien remplaçant. Lors de la saison 1970-1973, il disputa 20 matchs, un nombre considérable pour un gardien remplaçant, prouvant ainsi que son talent était indéniable. Il possédait des réflexes fulgurants et un sang-froid incroyable pour son âge. Cependant, l'ombre de Stepney était trop imposante, et Rimmer aspirait sans cesse à briller sur la plus haute marche du podium, à être reconnu comme le titulaire indiscutable, et non comme un simple remplaçant. Cette ambition a conduit Rimmer d'Old Trafford à Arsenal, puis au sommet à Aston Villa. Son parcours est un véritable exemple de persévérance. Il a remporté la prestigieuse Coupe de France avec Aston Villa en 1982. Même si, ironie du sort, il a dû quitter le terrain, prématurément en finale sur blessure. Sa vie est restée discrète. Après avoir accroché ses gants, Rimmer a choisi de devenir entraîneur de gardiens, transmettant son expérience aux jeunes générations dans des clubs comme Swansea et même en Chine. Sa vie est l'image même du travailleur acharné, indifférent à la gloire éphémère et concentré sur l'essentiel. Rimmer incarne ces héros discrets, ceux qui croient que la patience finit toujours par payer. Aujourd'hui, à 76 ans, Jimmy Rimmer a pris sa retraite du football et coule des jours paisibles en famille, comblé par la carrière qu'il a bâtie à la sueur de son front.
Tony Dunn était l'ailier gauche, un défenseur irlandais de 29 ans. Durant cette saison, Dunn incarnait la ténacité et la vitesse. On le décrivait comme un infatigable joueur attaquant et défendant sans relâche. Travailleur acharné sans prétention, mais d'une efficacité redoutable. Dunn était un rempart sûr, qui permettait aux stars offensives de briller. C'était le genre de joueur qui recevait rarement les applaudissements, les plus nourris, mais celui que l'entraîneur titularisait systématiquement. La stabilité de Dunn était un véritable soutien moral pour toute l'équipe dans les moments les plus difficiles. Après son départ de Manchester United, Dunn a continué à jouer pour Bolton Wanderers pendant les dernières années de sa carrière avant de partir aux États-Unis. Sa vie après sa retraite fut à l'opposé de l'effervescence du football. Dunn choisit de vivre reclus, ouvrant un parcours de golf indoor à Altrincham, loin des projecteurs. Homme de famille modeste et discret, il évoquait rarement ses médailles et ses titres. Ce contraste entre un latéral rapide et agressif sur le terrain et un homme calme amoureux de la tranquillité du golf était un aspect intéressant de sa personnalité. Cependant, cette vie paisible prit fin le 8 juin 2020. Tony Dunn s'est éteint à l'âge de 98 ans après des années de lutte contre la maladie. Son décès laisse un vide immense nous rappelant la légende discrète qui a consacré toute sa jeunesse au maillot rouge. David Sadler, à 24 ans, était le pilier de la défense centrale et s'imposait comme le joueur le plus polyvalent, bien qu'évoluant en défense centrale. Sadler possédait la mentalité d'un milieu de terrain et le sens du but d'un attaquant. Lors de la saison 70-71, il disputa 32 matchs, jouant un rôle de relais entre les lignes arrières et les phases offensives permettant à United de se projeter rapidement vers l'avant. Sadler n'était pas seulement un rock, mais aussi un atout tactique majeur, toujours prêt à se porter vers l'avant pour surprendre l'adversaire. Son intelligence et sa flexibilité de jeu incarnaient la pensée footballistique moderne qui émergeait à cette époque. Après son départ d'Old Old Trafford pour Preston North End, la carrière de Sadler s'est progressivement achevée en raison de blessures à répétition pris, d'un dévouement sans faille. Une fois sa carrière de footballeur terminée, Sadler a opéré un changement radical. Contrairement à nombre de ses coéquipiers, il n'a pas embrassé une carrière d'entraîneur, mais s'est tourné vers le monde des affaires, devenant directeur d'une association de construction puis d'une entreprise informatique. Son parcours témoigne de son intelligence et de sa grande capacité d'adaptation d'un joueur polyvalent sur le terrain à un homme d'affaires prospère. Son sang-froid et son sens stratégique, qualités qu'il a développées sur le terrain, se sont parfaitement transposées dans sa vie personnelle. Aujourd'hui, à 78 ans, David Sadler coule des jours heureux et épanouis, participant occasionnellement à l'Association des anciens joueurs de Manchester United en tant que secrétaire et continuant de prendre soin de ses anciens coéquipiers et de tisser des liens avec eux. Nobby Stiles était un autre guerrier du milieu de terrain, un joueur de 28 ans à l'apparence singulière, petit édenté et fortement myope. Mais sous cette carapace se cachait un tigre féroce. La saison 70-71 fut sa dernière à United d'Accept match, mais son esprit combatif demeura intact. Il terrorisait les milieux adverses par ses tacles féroces et tenaces. Stiles ne jouait pas avec la technique. Il jouait avec le cœur et un courage extraordinaire. Après son départ de Manchester United, Stiles a évolué à Middlesbrough et à Preston, avant de se tourner vers l'entraînement où il a joué un rôle majeur dans la formation de la fameuse génération 4-12 de Sir Alex Ferguson. Cependant, sa vie après la gloire fut semée d'embûches. Il dut vendre ses précieuses médailles, dont celle de la victoire à la Coupe du Monde de 1966, pour subvenir aux besoins de sa famille. Durant ces dernières années, Stiles lutta contre le cancer et la démence, conséquence tragique de ses exploits sur le terrain. L'image Dunn, joueur impitoyable sur le terrain,
contrastait fortement avec celle d'un homme âgé et doux qui aimait sa famille, au point de sacrifier tous ses précieux souvenirs. Ce parcours tragique s'est achevé le 30 octobre 2020 lorsque Nobby Styles s'est éteint à l'âge, 78 ans. Il nous a quittés, mais son sourire édenté, brandissant fièrement la coupe dorée, demeure le plus beau symbole d'un dévouement absolu. Pat Creran, milieu défensif de Trenton Hans, évoluait aussi bien en tant que libéraux qu'en tant que meneur de jeu, reculé, bien que peu rapide. Il possédait une excellente vision tactique et une grande précision dans ses passes longues. Surnommé le protecteur de George Best. Il était toujours prêt à se jeter dans la mêlée pour préserver son jeune protégé des attaques adverses. Sa ténacité et sa loyauté furent un atout précieux pour l'équipe de Manchester United cette année-là. Après avoir raccroché ses crampons en 1971, Creran n'a jamais quitté le monde du football. Il s'est essayé au métier d'entraîneur, mais a rapidement compris que sa véritable vocation était derrière un micro. Il est devenu un consultant renommé, officiant comme la voix officielle de MUTV pendant des décennies. La vie de Creran était profondément ancrée dans son amour pour Manchester United. Il défendait son équipe à la télévision avec la même ferveur qu'il déployait autrefois sur le terrain. Sa franchise, son humour et sa sincérité ont fait de lui une figure particulièrement populaire. Aujourd'hui, à 85 ans, Pat Creran est toujours aussi actif, suivant avec passion les moindres faits et gestes des Reds et livrant occasionnellement des commentaires pertinents, prouvant ainsi que le sang des Reds coule toujours dans ses veines. Ian Ure est une autre pièce du puzzle défensif, ce défenseur central écossais de 31 ans. Arrivé à Manchester United, fort d'une riche expérience acquise à Arsenal, Ure apporte la maturité nécessaire à une défense en pleine transition. Lors de la saison 70-71, même s'il n'a disputé que 13 matchs, sa présence a eu un effet déterminant sur les jeunes joueurs. Il est réputé pour son physique imposant et son excellent jeu de tête, bien que parfois critiqué pour sa lenteur. Ian Ure est le genre de joueur qui évolue avec sang-froid et expérience, prêt à laisser briller ses coéquipiers. Après avoir quitté Manchester United pour retourner en Écosse et jouer à St Mirren, Ian Ure a choisi une voie post-carrière très originale, totalement éloignée du football. Il est devenu travailleur social, se spécialisant dans l'accompagnement des jeunes en difficulté et des centres de réinsertion. Ce choix révélait une grande humanité dissimulée derrière l'apparence rude d'un défenseur central. Si sur le terrain, il empêchait les adversaires de marquer en dehors, il œuvrait pour que de jeunes vies ne sombrent pas dans la délinquance. Ce fut une belle transition entre un rôle défensif sur le terrain et un rôle de protecteur de la société. Aujourd'hui, à 84 ans, Ian Ure vit une vie paisible dans son Écosse natale, satisfait de l'héritage discret qu'il a laissé dans le cœur des personnes qu'il a aidées, un accomplissement peut-être plus précieux que n'importe quel trophée. Willie Morgan occupait l'aile droite, ce milieu de terrain écossais de 26 ans au style de jeu artistique, héritier du légendaire numéro 7. Même s'il en portait parfois un autre lorsque Best jouait, il apportait avec lui une grande maîtrise du dribble et des centres précis. Lors de la saison 70-71, il disputa 25 matchs et inscrivit 3 buts, insufflant une créativité sans cesse renouvelée à l'attaque. Avec sa longue chevelure romantique et son style avant-gardiste, Morgan était comparé à une rock star de football incarnant la culture pop florissante de l'époque. La carrière de Morgan connut ensuite des hauts et des bas avec des transferts à Burnley et Bolton. Sa vie privée fut aussi mouvementée que son style de jeu. Morgan n'hésitait jamais à exprimer ses opinions, allant même jusqu'à des conflits publics avec la direction ou l'entraîneur. Après sa retraite, il devint une figure médiatique régulière, se lança dans l'hôtellerie et conserva toujours une allure élégante et distinguée. Son tempérament libre, voire rebelle sur le terrain,
le suivit dans la vie, faisant de lui un homme qui profitait de la vie à sa manière sans retenue. Aujourd'hui, 80 ans. Willie Morgan arbore toujours son sourire arrogant fréquente régulièrement les fêtes, d'anciens joueurs, et vit confortablement grâce à des investissements judicieux, une fin heureuse pour le romantique d'antan. Dennis Law, surnommé le roi d'Old Trafford, était le dernier membre de la Sainte Trinité. Cette saison-là, à Trent Onslow conservait son instinct de buteur redoutable, inscrivant 15 buts en 28 matchs. Il était réputé pour son placement, ses têtes audacieuses et son intelligence dans la surface de réparation. Law jouait avec la fierté et l'assurance d'un roi sachant toujours briller lorsque l'équipe en avait le plus besoin. Son tempérament de feu était une source d'inspiration pour toute l'équipe. Le destin voulut que Law rejoigne plus tard Manchester City, le rival historique, et marque un but historique d'une talonnade contre United en 1974, condamnant indirectement son ancienne équipe à la relégation l'instant, où il ne célébra pas le visage crispé par la douleur devint le symbole d'une loyauté farouche. Après sa retraite, Denis Law retourna travailler dans les médias et mena une vie empreinte de respect. Il vainquit un cancer de la prostate et aujourd'hui, à 84 ans, malgré un diagnostic de démence mixte, Denis Law reste optimiste. Sa statue aux côtés de celle de Best et Charlton devant Old Trafford témoignera à jamais d'un âge d'or et il coule des jours paisibles entouré de l'amour de sa famille et de ses fans du monde entier. Carlo Sartori fut le premier joueur étranger non britannique de l'histoire moderne de Manchester United. Né en Italie, mais ayant grandi à Manchester, Sartori apporta avec lui un mélange intéressant de rigueur et de savoir-faire anglais, allié à une fantaisie méditerranéenne. Durant la saison 70-71, il joua principalement comme super sub, un atout imprévisible entrant, en jeu pour perturber les défenses adverses grâce à son talent individuel, sa rapidité et sa petite taille. Après sa carrière de footballeur, Carlo Sartori a renoué avec ses racines. Après son départ de Manchester United, il a pris la décision audacieuse de retourner en Italie pour jouer à Bologne-Lecce et Rimini, réalisant ainsi son rêve de jouer sur sa terre natale. Une fois les crampons raccrochés, sa vie a pris un tournant plus pragmatique. Au lieu de devenir entraîneur, Sartori a repris l'entreprise familiale de tricot, puis a travaillé dans l'hôtellerie. Sa carrière a été un cycle entre l'Angleterre et l'Italie, entre le football et la vie quotidienne. Aujourd'hui, à 77 ans, Carlo Sartori mène une vie heureuse et est régulièrement invité aux réunions d'anciens joueurs. Il est un exemple vivant des échanges culturels liés au football, un pionnier qui a ouvert la voie à la vague de joueurs internationaux qui allaient affluer à Old Trafford des décennies plus tard. Alan Gowling, un phénomène intellectuel atypique dans le monde du football de l'époque. Lors de la saison 70-71, ce jeune homme de 21 ans ne se contentait pas de marquer des buts sur le terrain. Il était aussi très studieux. Gowling était l'un des rares joueurs à avoir évolué professionnellement en première division tout en préparant une licence d'économie à l'Université de Manchester. Sur le terrain, Gowling jouait avec sa tête au sens propre comme au figuré. Ni particulièrement rapide, ni particulièrement fort, il possédait une intelligence remarquable dans le choix de son positionnement et la lecture du jeu. Il incarnait le modèle du joueur. Intellectuel, brisant le stéréotype du joueur, ne connaissant que la force physique. La carrière de Gowling fut couronnée de succès à Newcastle United et à Bolton Wanderers. Fait remarquable, la logique de son diplôme d'économie, lui, fut d'une aide précieuse après sa retraite, contrairement à nombre de ses contemporains qui ont connu des difficultés financières. Gowling s'est reconverti avec aisance dans le monde des affaires.
Il devint directeur d'une importante entreprise chimique et commentateur sportif de renom sur BBC. Radio Manchester, réputé pour ses analyses pointues, concises et rigoureuses. Aujourd'hui, à 75 ans, la voix d'Alan Gowling reste familière aux auditeurs de la région de Manchester. Son parcours illustre parfaitement l'équilibre entre passion et carrière, entre sport et savoir, et constitue un exemple inspirant pour les jeunes sportifs, soulignant l'importance des études. Bobby Charlton, l'âme, le cœur et le cerveau de l'équipe. À 33 ans, Charlton est toujours un meneur de jeu talentueux infatigable dans ses courses et doté d'une frappe lointaine fulgurante, avec 42 apparitions et 5 buts. Il est non seulement un créateur de jeu, mais aussi un symbole de la combativité inébranlable après la catastrophe de Munich. Son style de jeu, digne et fair play fait de lui un véritable gentleman sur le terrain, une figure emblématique que tous les adversaires se doivent de respecter. Après son départ de Manchester United, Bobby Charlton tenta sa chance comme entraîneur à Preston, mais sans grand succès, car son talent naturel était difficile à exprimer par les mots. Il retourna à Old Trafford, non pas pour jouer, mais pour devenir membre du conseil d'administration et ambassadeur international du club. Pendant des décennies, l'image de Sir Bobby aux cheveux argentés dans les tribunes VIP est devenue une image emblématique du théâtre des rêves. Il mena une vie exemplaire, se consacra à des œuvres caritatives et fut un modèle d'éthique professionnelle pour des générations de jeunes joueurs. Il semblait que la grandeur et la noblesse aient pleinement embrassé sa vie. Pourtant, la loi de la vie n'épargne personne. Le 21 octobre 2023, le monde du football fut bouleversé et en deuil lorsque Sir Bobby Charlton s'éteignit à l'âge de 86 ans après une longue lutte contre la démence. Sa disparition est une perte immense non seulement pour sa famille et son équipe, mais aussi pour la fin d'une des époques les plus glorieuses et les plus humaines de l'histoire du football. Francis Burns, jeune espoir de la défense écossaise, évoluait cette année à côté des vétérans expérimentés. Ce jeune Écossais à l'âme de guerrier possédait un style de jeu intense et n'avait pas peur des contacts. En 20 apparitions. Cette saison-là, Burns fit preuve d'une maturité remarquable et s'imposa comme un défenseur fiable. Malgré une concurrence souvent féroce, son tempérament fougueux lui valut toujours le respect des supporters. Il incarnait la jeunesse, la volonté de s'imposer dans l'immense vivier qu'était Old Trafford. Cependant, la carrière de Burns à Manchester United ne dura pas éternellement. Une série de graves blessures au ménisque freina sa progression, le contraignant à jouer pour Southampton et Preston North End. Loin du football de haut niveau, le destin réserva à Francis Burns un tournant. Inattendu, il émigra en Australie, puis revint en Angleterre où il travailla en usine. Sa vie après le football fut une réalité morne où il dut effectuer des travaux manuels pour gagner sa vie, loin de la gloire passée. Mais c'est dans cette simplicité que l'on voyait la force de caractère d'un homme qui ne s'est jamais laissé abattre. N'étant plus une star du football, il devint le pilier de sa famille, menant la vie d'un ouvrier, ordinaire mais digne. Aujourd'hui, à 76 ans, Francis Burns a pris sa retraite et vit une vie paisible loin du tumulte médiatique, une fin sereine pour un guerrier qui s'est un jour consumé. John Aston Jr., un véritable nom de famille à Old Trafford. Lors de la saison 70-73 à 23 ans, Aston portait sur ses épaules une pression invisible mais pesante, l'ombre de son père. Le grand John Aston SR, légende de Manchester United, dans les années 1940 mai. Le fils d'Aston ne cesse pas caché derrière cette ombre. Avec sa vitesse fulgurante
et son jeu infatigable sur l'aile gauche, il fut le héros discret de la glorieuse soirée européenne de 1968. En 1973, malgré une concurrence féroce pour son poste, Aston restait un atout stratégique, un joueur dévoué toujours prêt à mettre en valeur George Best. Il incarnait l'humilité et la loyauté, une beauté classique du football anglais. Après avoir quitté Manchester United en 1912, la carrière d'Aston l'a mené dans des clubs comme Luton Town, Mansfield Town et Blackburn Rovers avant de prendre sa retraite. Loin des projecteurs, Aston a choisi une vie tout à fait ordinaire, voire un peu étrange. Comparé à celle d'Une Star ayant remporté le championnat d'Europe, il est retourné à Manchester et a ouvert une animalerie, l'image de ce champion, de C, un derrière la caisse conseillant sur la nourriture pour chats et chiens et prenant soin de chaque aquarium, est devenu une belle anecdote sur la popularité des anciennes gloires du football. Il n'a pas vécu dans la gloire passée, mais a trouvé du bonheur dans les choses les plus simples. Aujourd'hui, à 77 ans, John Aston Jr. coule une retraite paisible. Il apparaît rarement dans les médias, mais chaque fois qu'il est mentionné, les supporters de United se souviennent de cet oiseau infatigable, qui a prouvé que le fils d'une légende peut lui aussi écrire sa propre légende. Brian Kidd était un jeune attaquant prometteur à 21 ans, auteur d'un but en finale de la Coupe d'Europe. 1968 le jour. De ses 19 ans, il aborda la saison 1970-1978 avec de grandes ambitions et inscrivit 8 buts. Il possédait la vitesse, la technique et l'agilité d'un attaquant moderne, bien que toujours dans l'ombre des légendes offensives de l'équipe Kidsut, se faire remarquer par son application et son professionnalisme. Après son départ de Manchester United, Brian Kidd a connu une brillante carrière de joueur à Arsenal et à Manchester City. Cependant, son plus grand héritage réside dans sa carrière d'entraîneur. Il est devenu le bras droit de Sir Alex Ferguson lors des premières années de domination de Manchester United en Premier League, contribuant grandement à la formation de la génération 1992. Le destin l'a ensuite conduit au poste d'adjoint à Manchester City, aidant l'équipe à atteindre de nouveaux sommets. Brian Kidd est une figure rare, respectée par les deux camps mancuniens. Véritable trait d'union entre les générations, il est un pédagogue dévoué, œuvrant dans l'ombre des stars. Aujourd'hui, à 75. Brian Kidd se retire pour soigner des problèmes de santé, mais son héritage en matière de formation des jeunes et sa vision du football continuent d'influencer profondément le football anglais contemporain. George Best était l'étoile la plus brillante, le génie du football. En 1971 à 24 ans, Best était encore une force surnaturelle. Avec 18 buts en 40 matchs, il a fasciné le monde par ses dribbles magiques ridiculisant les défenseurs adverses. Best ne se contentait pas de taper dans le ballon, il dansait avec. Il était le 5e membre des Beatles, la première superstar du football mondial. Le talent de Best était un don du ciel, mais aussi une malédiction. La carrière de Best fut alors une succession de jours passés à sombrer dans l'alcool et à faire la fête toute la nuit. Il quitta Manchester United, avant même d'avoir 28 ans errant d'un club à l'autre des États-Unis à l'Écosse, sans jamais atteindre les sommets. Sa vie privée fut une tragédie, largement exploitée par les médias, conquêtes amoureuses, scandales, faillites et maladies. Il incarnait la contradiction ultime, un ange sur le terrain et un homme faible et solitaire dans la vie. Il tenta de se désintoxiquer, subit une greffe de foie, mais l'alcool ne le lâcha jamais. Finalement, le 25 novembre 2005. George Best rendit son dernier souffle à l'âge de 59 ans des suites d'une défaillance multiviscérale. Sa disparition fut un choc immense, mais aussi une libération pour un homme talentueux et au destin tragique. La phrase « Maradona bon Pelé meilleur George Best » restera à jamais son héritage immortel.